Les lichens. Tous les élèves du DUT HSE de l'IUT de Bordeaux apprennent dès leur première année à observer ces hybrides entre champignons et algues qui poussent partout, même dans des endroits invivables pour des plantes. Lors du premier semestre de première année d'HSE, dans le cadre d'un projet visant à analyser la qualité de l'air de l'IUT, nous avons eu la chance d'observer et d'analyser ces êtres vivants. Les lichens, aussi appelés champignons lichenisés, existent sous différentes formes. Crustacés, présentant une tâle hétéromère fortement plaquée au support. Foliacés, présentant une tâle hétéromère non soudée et sur toute la surface du support. Et fruticuleux, présentant une tâle adhérant au substrat par une surface réduite, donc assez détachée du support. Pour mieux comprendre leur utilité et leurs caractéristiques, partons à la rencontre d'un spécialiste, Brendan Halligan, professeur à l'IUT de Bordeaux-Gradignan. Alors, on a différents types de formes de lichens, de tâles de lichens. On va trouver donc des lichens qui sont les plus faciles à voir, qui vont être les lichens foliacés. Les lichens foliacés, comme le vert jaune qu'on voit ici, celui-ci. Ceux-là sont foliacés, donc on peut passer le doigt dessous et voir qu'il y a une petite feuille qui est collée contre l'écorce. On va avoir des lichens qui sont crustacés, crustacés comme un encroûtement, qui sont incrustés dans l'écorce, comme ceux qu'on va voir ici, d'un fond blanc avec des petits points noirs. Et puis enfin, on va trouver des lichens qui sont des lichens fruticuleux, qui ressemblent à des petits arbres qui vont se détacher clairement de l'écorce, comme ici, cette usnée qui vient se détacher. Alors les lichens sont vraiment un intérêt biologique important, parce que déjà c'est un exemple type de symbiose, c'est-à-dire des organismes qui vont vivre ensemble, qui vont avoir besoin l'un de l'autre pour vivre. Donc en l'occurrence, ici pour le lichen, c'est cette symbiose, une symbiose entre algues et champignons. Les lichens ont plusieurs avantages en tant qu'indicateur de la qualité de l'air. Le premier, c'est d'être présent sur beaucoup de supports. Donc ils vont être présents quasiment dans tous les milieux. L'autre avantage qu'ils ont, c'est que les lichens, en fait, pour vivre, ont besoin d'absorber d'énormément de quantité d'air et du coup vont être en contact avec cet air. Et enfin, l'autre avantage, c'est qu'il existe plein d'espèces différentes de lichens qui vont être plus ou moins sensibles aux pollutions. Donc certaines espèces vont être très sensibles à un type de pollution et d'autres espèces vont être plus sensibles à d'autres types de pollution. Typiquement, les lichens crustacés tels qu'on l'a vu tout à l'heure, la lichen crustacea va être très résistant à la plupart des pollutions. Alors, comme on l'a dit, oui, ils sont des indicateurs de pollution fiables, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ils vont être présents en grande quantité, et puis surtout, ce qui va être intéressant avec les lichens, c'est qu'ils vont nous servir d'une part par leur présence à savoir si, en étant absent ou présent, si la qualité de l'air est bonne, mais aussi ils ont un autre avantage, c'est qu'ils sont aussi des accumulateurs. C'est-à-dire par exemple les métaux lourds vont être accumulés par les lichens, et donc ce lichen, si on le prélève et qu'on mesure la quantité de polluants qui va être présent dedans, on va avoir une idée de ce qui s'est passé sur une très grande durée de temps à cet endroit-là. C'est une passion pour les lichens pas particulière, ça j'ai une passion pour l'ensemble des organismes vivants. C'est vrai que les lichens ont quand même plusieurs avantages. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, ils ont leur intérêt biologique avec cette symbiose. En plus, il y a une diversité de formes, de couleurs. Et puis, pour moi, il y a autre chose qui est très intéressant avec les lichens, c'est que finalement, on passe facilement à côté. C'est-à-dire que si on ne sait pas qu'ils sont là, on peut penser que c'est l'écorce de l'arbre qu'on est en train de voir ici. Alors qu'en fait, si on prend le temps de s'arrêter et de regarder, on se rend compte qu'on a une vie très complexe qui se situe devant. Et encore là, c'est que, j'ai envie de dire, la partie visible de l'iceberg. Parce que si on se rapproche, qu'on prend un petit morceau de lichen, qu'on l'observe à la loupe binoculaire, on se rend compte que dans ce lichen-là, en fait, il y a plein d'organismes spécifiques qui vont vivre. Donc, par exemple, les fameux tardigrades, qui sont les organismes les plus résistants qu'on connaisse. Donc, j'aime bien ces lichens parce que finalement, les gens ne vont pas trop accorder d'importance, alors que finalement, c'est peut-être parmi les organismes les plus importants sur Terre. Clairement, ils ne poussent pas clairement, ils ne passent pas toujours au nord. Si on se décale un petit peu, on voit que là on a des lichens qui sont présents ici. Et pas de lichens de ce côté-là. Et ils vont pas pousser finalement de ce côté-là. Pourquoi? Tout simplement parce que là on va avoir un manque d'eau qui va arriver. Et donc il n'y aura pas assez d'eau, et s'il n'y a pas assez d'eau, nos lichens ne vont pas pouvoir pousser. Donc il y a plusieurs facteurs en fait qui vont pouvoir rentrer en jeu pour expliquer qu'on ait des lichens qui soient présents ou absents. Donc le nord finalement ne rentre pas particulièrement en jeu.
Alors non, pas du tout, parce que donc, on a dit tout à l'heure c'est une symbiose de ces lichens entre une algue et un champignon. Donc l'algue va apporter finalement de quoi se nourrir, parce qu'elle va faire de la photosynthèse, comme n'importe quel végétal. Et donc en apportant cette énergie, cette matière, il n'y a pas du tout besoin de parasiter l'arbre. L'arbre va simplement être un support sur lequel vont venir se poser les lichens. D'ailleurs, un arbre avec plus ou moins de lichens, il n'y a pas de mortalité plus importante. Alors, là, il y a plusieurs façons pour le lichen de se reproduire, parce qu'on a dit que c'est un petit peu complexe dans la mesure où il y a deux partenaires, il y a une algue et un champignon. Donc le plus simple pour lui, c'est de faire du bouturage, c'est-à-dire qu'il y a des petits morceaux de lichen qui vont se détacher et qui vont finalement se répandre dans l'air, notamment c'est des tout petits bouts qui vont partir comme de la poussière et qui vont venir se poser sur d'autres partenaires. L'autre possibilité pour lui, c'est finalement que les partenaires se décalent de manière séparée, c'est-à-dire que le champignon va se reproduire de son côté, l'algue va se reproduire de son côté, et ensuite sur un arbre, lorsque les deux vont se retrouver au même endroit, ils vont pouvoir former un nouveau lichen. Oui, il y a des lichens qui sont comestibles. Alors, pour l'homme, on s'entend, oui, il y a quelques lichens qui sont comestibles. Il faut faire attention, la plupart ne sont pas comestibles. Typiquement, ceux-là, je ne les mangerai pas. Ils ont des mécanismes de protection contre les herbivores. Il y a beaucoup d'acides licheniques qui sont présents dedans. Mais dans des régions nordiques, on trouve des lichens qui peuvent se consommer. Il y en a qui sont consommés aussi par beaucoup d'espèces animales. Dans le Grand Nord, notamment, les rennes vont essentiellement consommer du lichen. Oui, il y a des lichens exotiques. De couleurs originales, on n'a pas une palette de couleurs qui est quand même extraordinaire. On n'a pas trouvé de lichen, à ma connaissance, qui soit d'un violet vif ou de ces couleurs-là. Par contre, déjà, on le voit ici, on a quand même une gamme de couleurs relativement importante. D'ailleurs, ces lichens ils étaient utilisés notamment pour faire de la teinture. Et puis, j'ai apporté quelques échantillons. Donc, on a des lichens qui vont quand même avoir des formes très originales dans les lichens frusticuleux. On va avoir des couleurs qui vont varier quand même du gris au jaune, au vert, un peu fluorescent parfois, donc oui, on a quand même quelques couleurs originales. Tout à l'heure, quand il y avait la question sur le nord, c'est vrai qu'il y a plein de facteurs qui vont intervenir. Il y a oui la qualité de l'air qui va intervenir, il peut y avoir également le type de support en fonction des arbres, on voit que en fonction de l'écorce qui va être plus ou moins acide, en fonction de la façon dont elle va pousser, si c'est plus ou moins adhérent. On va aussi avoir le fait qu'il y a des animaux qui vont pouvoir venir se frotter, qui vont détacher. On va avoir des animaux qui vont se nourrir de lichen, un certain type de chenilles, de papillons vont se nourrir de lichen. Également l'humidité, le pH, plein de facteurs qui vont intervenir. Alors, ils l'ont beaucoup été, ils le sont beaucoup moins maintenant. Il y a des acides licheniques qui sont présents dedans, qui présentent plusieurs intérêts, notamment l'intérêt principal c'était quand même la teinture. Elles étaient utilisées pour teinter des laines, typiquement pour avoir des couleurs un petit peu originales, marron ou jaune. Ça c'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse sur la culture de lichen. À ma connaissance, c'est assez peu répandu. Pourquoi ? Parce que les lichens vont avoir quand même un temps de croissance qui est relativement long. Le temps de croissance qui va être long, c'est-à-dire que maximum on va être de l'ordre de quelques centimètres par an. Et encore, même la plupart des lichens vont avoir un taux de croissance qui va être parfois de à peine quelques millimètres par an. Donc ça commence à être compliqué en fait de faire de la culture de lichen. Peut-être dans des conditions très favorables dans le nord, mais ça peut pas.